On peut accueillir Frédéric Coirier, président du groupe Poujoula et coprésident de METI. Alors, on va recadrer un petit peu le groupe Poujoula en faillite dans les années 70. C'est votre père qui l'a repris. Et puis donc vous, par la suite, depuis 2022, vous êtes aux commandes. Comment est-ce qu'on redresse un tel groupe? On est parti. Ça marche? Prenez le mien, prenez le mien. Hop, cela. Écoutez, on est parti. Ça fonctionne. C'est bon, c'est bon. C'est Voilà. bon, merci. En fait, on part des fondamentaux. On a des hommes de qualité, on a des savoir-faire, on n'a pas bien positionné, on n'a pas les bons marchés. Et en fait, on transforme une entreprise sous-traitante en fournisseur de solutions techniques, notamment pour le bâtiment. Et puis avec, je dirais, le courage, la patience, on l'a dit ce matin, l'industrie, c'est un secteur de temps long. Eh bien, on trouve des solutions. Et puis, on fait d'une entreprise, d'une tôlerie industrielle, finalement, un leader européen dans son secteur d'activité, qui aujourd'hui a développé plein d'autres activités et puis qui est en plein développement. Oui, j'imagine que c'est pas simple. Vous avez dû diversifier vos produits, innover. Comment ça se passe techniquement? C'est pas si simple. C'est beaucoup par l'observation et l'écoute des clients. Donc, Ouais. à partir de là, on échange avec eux, on trouve des solutions. Et puis, au fur et à mesure, on apporte par amélioration successive des produits qui vont régler des solutions, qui vont accélérer des process, qui vont satisfaire les clients, et puis qui vont apporter de la valeur ajoutée, parce que c'est aussi un des sujets importants. On n'est pas dans une économie de low cost. Il faut à un moment donné apporter de la différenciation, de la personnalisation, de la performance énergétique aussi, Donc pour faire des économies. Monter en gamme aussi, j'imagine. Oui, et puis faire des économies à nos clients, puisque là, on le voit bien actuellement dans le bâtiment, le neuf, il va être performant d'office, mais le problème, c'est la rénovation. La rénovation qui appelle à des solutions techniques nouvelles, à des changements importants pour permettre d'économiser 25, 30, 40% rapidement et puis aussi passer massivement aux énergies renouvelables. C'est facile ce processus de décarbonation? Alors c'est quelque chose qui doit s'attaquer assez rapidement. Il faut d'abord faire un bon diagnostic. Je pense que c'est très important parce que très souvent, quand on interroge les gens, ils ne savent pas trop par quel bout le prendre. Donc d'abord un diagnostic. Faire d'abord les solutions les plus simples, l'économie d'énergie, et puis ensuite s'attaquer évidemment aux sujets les plus coûteux. Mais on peut très rapidement, et le président Luc Rémont l'a dit tout à l'heure, on peut très rapidement faire 30% d'économie en s'attaquant au premier sujet. Ici, vous prenez la parole sur cette scène, ici, à Global Industries, une parole d'engagement notamment. Comment est-ce qu'on parle de réindustrialiser la France? Quelle est la position de METI? Vous êtes aussi donc vice-président de METI. Quel est un peu votre statut par rapport à cette réindustrialisation de la France? Alors, l'industrie aujourd'hui, il y a bien sûr les gros industriels, mais les ETI, c'est le cœur vivant de l'industrie. Il y a 40% de l'emploi industriel dans nos entreprises. On représente à peu près 50% de l'industrie française. Donc, ces entreprises aujourd'hui, elles ont besoin effectivement d'un écosystème favorable. Il faut se le dire, et de façon honnête, bien sûr, la réindustrialisation s'engage, mais sans armes égales, sans conditions égales, l'industrie française ne se redressera pas rapidement, massivement. Le premier sujet, c'est la compétitivité. Compétitivité coût, le coût du travail, les impôts de production, l'énergie. On vient de subir, sur les 2 dernières années, une situation terrible. Il y a encore beaucoup d'industriels, il faut le dire, qui sont engagés en 2024, 2025 dans des contrats très coûteux, qui les pénalisent. Donc ces 3 sujets sont très importants. Impôts de production, coût du travail, énergie. Simplification. La simplification, elle coûte à tout le monde, elle coûte aux entreprises, elle coûte à l'État. Rien que pour les ETI, c'est 28 milliards. Vous voyez, c'est la moitié de l'écart d'impôt de production européen, c'est la complexité. Ce sujet-là, il faut s'y attaquer. Il y a des exemples récents, la CSRD, la ZAN, des sujets qui font que construire une usine, piloter une entreprise, coûte plus cher globalement en France qu'ailleurs. Ce sujet-là, il faut l'adresser. Même dans une période où l'argent est cher, même dans une période où les finances publiques sont difficiles. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a un véritable ROI. Ça s'autofinance. Ça n'est pas une dépense. Ça s'autofinance par la création d'activités, par la création d'emplois, et on l'a vu sur les dernières années. Si finalement les recettes fiscales de l'État relatives aux entreprises ont beaucoup progressé, c'est parce que l'État a fait les bons choix. Il faut simplement les accélérer, et particulièrement dans les moments difficiles. Il y a aussi le poids de l'Europe, on l'entend depuis ce matin par les industriels, ce besoin d'une Europe forte, j'ai envie de dire. À la fois une Europe forte et peu naïve par rapport à ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, les États-Unis ont mis en place un certain nombre de mesures. L'Asie a l'avantage du coût.
subventionne aussi énormément ces industriels. Donc là, l'Europe, sur ce point de vue-là, doit être une zone forte et en tout cas peser dans le rapport de force avec ses principaux voisins. Après, encore une fois, il faut une Europe simplificatrice. On ne peut pas continuer à rajouter de la réglementation à la réglementation. Nos entreprises sont déjà suffisamment chargées, ont déjà suffisamment de complexité à gérer. Faisons de plus en plus simple. J'espère que la prise de conscience est en train de se faire. Oui, vous parlez aussi d'un contexte d'argent plus rare, notamment en France. Donc, dans ce contexte d'argent plus rare, d'endettement, est-ce qu'on peut parler de dépenses publiques plus importantes dans le privé? Alors, je ne pense pas que le sujet, c'est pas que on n'est pas là pour demander de l'argent à l'État, on est là pour demander de la simplification. La simplification, c'est de l'économie immédiate pour tout le monde, pour celui qui génère la norme, pour celui qui la subit et celui qui la contrôle, hein, qui est l'État. Donc toute cette boucle-là, si on la simplifie, on va faire d'énormes économies. On va gagner en vitesse. On va éviter que des gens abandonnent des projets parce que c'est trop compliqué, parce que la réglementation change tout le temps. Et puis, encore une fois, ça s'autofinance. Quand on fait des mesures bien calibrées qui permettent à la France de se réaligner sur tous ces sujets, eh bien, on a un retour sur investissement et même dans des périodes, encore une fois, compliquées, on génère du boni à la fois fiscal, social, parce qu'évidemment, la désindustrialisation a eu des effets catastrophiques sur notre pays. Vous donnez un exemple de mesure dont vous parlez, de simplification? La CSRD, évitons qu'elle s'applique à plein, en tout cas, donnons-nous le temps de l'appliquer, proportionnons son application à la taille des entreprises. Il n'est pas normal qu'une entreprise de 250 salariés ait à gérer la complexité d'un très grand groupe qui est équipé pour ça. Donc faisons attention, l'Europe là-dessus, je pense, est en train de prendre conscience de la complexité, mais gérer 1000 indicateurs pour une entreprise de 250 salariés qui va derrière ensuite le demander à ses fournisseurs TPE-PME, c'est ancrer la complexité dans des entreprises qui sont aujourd'hui absolument pas capables de le gérer. C'est un poids qui est inutile, c'est ce que vous dites. Donc c'est ça, simplifier pour vous? C'est tout ce qui pèse et qui ne rapporte pas, je dirais, à nos entreprises. Faisons confiance aux entrepreneurs, faisons confiance à la conscience et, je dirais, à la bonne volonté de nos chefs d'entreprise. Okay. Dernière question, dans quel état d'esprit justement sont ces entrepreneurs avec lesquels vous parlez? Alors, elle mesure depuis, je dirais, l'automne dernier, une vraie baisse d'activité. Je pense que ça, c'est une réalité, des difficultés, voilà. Par contre, l'état d'esprit reste bon. Nous n'entendons pas d'abandon, je dirais, d'investissement aujourd'hui. On entend plutôt certains décalages, certains, parfois, recadrages. Donc, volonté d'y avancer, beaucoup de croissance externe. On voit beaucoup d'entrepreneurs français se projeter à l'international. Ça reste positif. Évidemment, c'est conscient des difficultés. C'est une visibilité plus courte, mais en tous les cas, on sent la volonté de réindustrialisation toujours active. Merci beaucoup en tout cas. Je rappelle donc Frédéric Coirier, président du groupe Poujoula et coprésident de Métier. On peut l'applaudir. Merci beaucoup.